Attention, ça va piquer. Depuis mardi, les 12-17 ans sont eux aussi éligibles au vaccin Pfizer-BioNTech contre la Covid-19, comme leurs aînés, et sont un certain nombre à avoir pris le chemin d'Alpexpo. Le miel et les abeilles, grâce à ces massifs et ces vastes espaces naturels, l'Isère est le premier département apicole de France. Et le label Isère compte par exemple 8 apiculteurs agréés, mais les abeilles sont en danger. Et puis coup de chaud sur l'agglo, alors que le thermomètre affichait 35 degrés aujourd'hui dans la région, des chercheurs grenoblois publient une étude sur les conséquences de ces vagues de chaleur. Bonsoir à tous, bienvenue dans ce JT du mercredi 16 juin 2021, toutes les heures à partir de 18h, l'essentiel de l'actualité du Grand Grenoble. Bientôt libéré, délivré, avec la baisse des cas de Covid, des hospitalisations et l'augmentation du nombre de personnes vaccinées, les liens se libèrent peu à peu. Depuis mardi, ce sont les adolescents, les 12-17 ans dont on a longtemps dit qu'ils pouvaient être les plus contaminants et contaminés, qui peuvent se faire vacciner. Certains n'ont pas hésité. Lina Badredine, on a croisé quelques-uns accompagnés de leurs parents aujourd'hui au centre de vaccination d'Alpexpo. Pourquoi ça a été important aujourd'hui pour vous de vous faire vacciner ? C'est important parce qu'il faut sortir de la crise et il faut tous prendre ses responsabilités. La première chose, c'est déjà qu'on veut partir en voyage. Donc c'est la première des motivations, on va dire. Pour protéger ses grands-parents, pour nous protéger nous, on est déjà vaccinés, mais s'il y en a une dans la famille qui n'est pas vaccinée, moi je pense que ça ne sert pas à grand-chose. Du coup on est 5 dans la famille et on est 5 maintenant à être plus ou moins vaccinés, en tout cas à avoir reçu au moins une dose. Parce que c'est ma mère qui me l'a dit. Pour me protéger moi et pour protéger les personnes de mon entourage. Je vais pouvoir aller voir ma sœur. Aux États-Unis, voilà. C'est la raison principale. Qu'est-ce que ça va changer par la suite ? On va pouvoir faire plus de choses pour partir, même pour les musées ou les choses comme ça, les cinémas. On va pouvoir faire plus de choses, vu qu'on est vacciné, on va avancer dans la crise et puis peut-être qu'on pourra partir en vacances et tout ça. Avoir ma famille déjà, mes grands-parents, pouvoir leur faire des câlins, des bisous quoi. Et ne plus être embêtée quand je vois mes amis faire des soirées et tout sans qu'il y ait le Covid. On pourrait aller en Espagne. Et voilà, vive les vacances. Et pour certains ados, c'est une autre épreuve qui les attend jeudi avec le bac de philo. Et elles aussi, elles peuvent piquer, mais seulement si elles se sentent menacées. Les abeilles, une belle ruche au printemps, ce sont 40 000 ouvrières, 5 000 mâles et une reine, ça fait rêver. L'Isère est le premier département apicole de France. C'est dire si ça en fait du monde. C'est un reportage de Lilian Veillé. La reine, elle pond soit des mâles, soit des ouvrières. Et celle-ci qui est au bout de mon doigt, qui est toute grisonnante là, elle vient de naître. Elle a les ailes encore collées. Avec le soleil et les beaux jours, les abeilles sortent de nouveau leurs antennes de la ruche. Une vraie satisfaction pour Benjamin, heureux de voir ses ouvrières enfin s'épanouir après un début de saison très difficile qui lui a fait perdre plusieurs colonies. On a une année assez difficile en apiculture en 2021, puisque les changements climatiques, les aléas pluie, soleil, froid, ont fait qu'on a une très mauvaise année en Isère. L'apiculteur a trouvé son cocon il y a 3 ans à Montbonneau, dans une ferme communale qu'il partage avec 2 maraîchers et à qui il a présenté ses nombreuses abeilles. On pourrait imaginer 2000 abeilles sur chaque cadre, 10-15 000 abeilles dans cette colonie-là. Seulement dans cette colonie, car au total il a 250 ruches qui sont aujourd'hui toutes en bio. On évite des traitements dangereux pour elles et pour nous. On les met dans des zones de butinage adéquates. Où il y a le plus de nature possible, plus de diversité florale aussi possible. Car pour être en bio, Benjamin doit proposer à ses ouvrières une zone de butinage qui comprend au moins 50% d'espace naturel dans les 3 km où elles sortent récoltées. Et tout cela, il l'a notamment appris au syndicat apicole dauphinois, où il est maintenant vice-président. Avec une quarantaine de bénévoles, le syndicat forme chaque année près de 200 apiculteurs et se place comme centrale d'achat pour leur vendre ce dont ils ont besoin. Il y a plusieurs rayonnages et vous trouvez plusieurs produits qui sont nécessaires, soit à la constitution d'une ruche, soit à la fabrication du miel et à la vente du miel. Au syndicat, on alerte aussi sur les dangers qui pèsent sur les butineuses. Les récoltes ont chuté de 60% ces 20 dernières années. Et surtout, la mortalité est en hausse. Un tiers du cheptel ne passe pas l'hiver. Et c'est souvent multifactoriel entre les variations climatiques et surtout les parasites.
Les abeilles actuellement elles ont 2 gros prédateurs qui sont les frelons asiatiques et puis les varrois. Donc il y a des traitements qui sont conventionnels, qui sont de la chimie, voilà. Et puis il y a d'autres techniques, on appelle les biotechniques. Ça passe par des moyens mécaniques, par l'encagement des reines et tout. Avec ses 2700 apiculteurs, l'Isère est le département qui en compte le plus au niveau national. Mais les 40 000 colonies iséroises ne sont toujours pas débarrassées du varroa destructor, en bio comme en conventionnel. Également amoureux des abeilles et attentif à leur protection, le réalisateur grenoblois Louis Soubeyran, qu'on connaît bien à Télé Grenoble. Avec ses comparses de No Tune Productions, il signe cette fois-ci un livre, un chant de Noël 2, La revanche de Darl Chickens. La majeure partie des bénéfices sera reversée à l'association Terre d'abeilles. Tout le monde n'a pas le même sens de la fête. À l'issue du match France-Allemagne mardi soir, le cours Jean Jaurès à Grenoble a été envahi par des supporters. Malgré le couvre-feu à 23h, des violences ont été commises et 3 hommes âgés de 19, 20 et 26 ans ont été interpellés et placés en garde à vue. Ils seront convoqués devant un juge le 9 mars 2022 pour répondre de violences sur dépositaires de l'autorité publique sans interruption temporaire de travail. Un cold case résolu 28 ans après. Le procureur de la République de Grenoble, Éric Vaillant, l'a annoncé cet après-midi. Marianne Marinescu a été interpellée pour l'assassinat de son épouse Michel, le viol et le meurtre de sa fille de 13 ans, Christine, commis en janvier 1993 à Sassenage. Les deux avaient été tués à coups de couteau. Le suspect avait alors affirmé qu'il se trouvait en Roumanie avec le fils du couple âgé alors de 8 ans. Son ADN a finalement été retrouvé sur les liens qui avaient servi à immobiliser son épouse et des traces de sperme sur le pantalon de sa fille. Marianne Marinescu dit n'avoir aucun souvenir des faits. Il risque la réclusion criminelle à perpétuité. Un entraîneur bénévole du club de rugby de Voiron sur le banc, mais de la justice. L'homme âgé de 25 ans a été mis en examen et écroué pour agression sexuelle et tentative de viol. Une enquête préliminaire avait été ouverte début juin après la plainte d'un jeune joueur. 5 victimes ont été identifiées, âgées au moment des faits de 15 à 16 ans et pour certaines majeures aujourd'hui. Les faits auraient eu lieu dans le cadre de soirées arrosées chez l'éducateur sportif qui dit ne pas se souvenir des faits ou chez le beau-père de celui-ci. Le club du Sauve a manifesté sa volonté d'accompagner les victimes présumées et d'être plus vigilant à l'avenir. Et puis toujours à la rubrique justice, François Tarantini a été condamné à 3 000 € d'amende, a publié le jugement sur le site Grenoble Le Changement, a versé 1 500 € de dommages et intérêts à Éric Piolle ainsi que 1 000 €. Le colistier d'Alain Carignon, animateur du site susnommé, avait validé en janvier 2020 un article mettant en cause Éric Piolle et son épouse et dans lequel il était notamment question de paradis fiscal et d'entrelacs permanents d'intérêts croisés. Le petit train de la Mure partira le 1er juillet. Voie A. Les marches à blanc menées ces dernières semaines ont été concluantes et surtout la commission de sécurité a donné son aval mardi pour la reprise de la plus belle ligne des Alpes. 3 ans après le début des travaux, la locomotive, les wagons et les baladeuses rouges vont pouvoir recevoir leurs premiers vacanciers de la Mure au Belvédère avec vue sur le lac de Monténard. Un trajet de 15 km et 50 minutes aller. Il est déjà possible de réserver son billet en ligne. De l'infiniment petit à l'infiniment grand, la start-up iséroise Microlite 3D, connue pour ses impressions d'objets microscopiques, vient d'être sélectionnée sur un programme européen pour son projet en lien avec la conception d'un béton utilisé dans la construction de bâtiments qui permettra de conserver la fraîcheur. Leur procédé va donc parfois se cacher où on ne l'attend pas forcément. On s'y attendait pas forcément, mais ce sont des chercheurs espagnols qui développent des nouveaux types de béton structurés qui nous ont contactés parce qu'ils ont vu ce qu'on était capable de faire à l'échelle micronique. Et ils se sont dit, mais tiens, ça peut être intéressant de coupler cette technique de micro-impression à notre béton innovant pour pouvoir créer des microstructures sur du béton et ainsi transformer ce béton classique en un béton photonique qui va être capable de transformer la chaleur solaire en rayonnement infrarouge pour pouvoir créer un béton qui se refroidit naturellement. L'enjeu ici, pour nous, ça va être de créer des moules pour le béton. C'est-à-dire, on va créer une petite structure qu'on va imprimer dans le béton. Et ensuite, par ce moule, on va répliquer ces moules pour faire des plus grandes surfaces. Alors évidemment, c'est un projet assez amont pour le moment. On va créer des petits échantillons, voir si ça fonctionne bien. Mais ensuite, évidemment, l'enjeu, ça va être de créer des plus grandes surfaces de béton pour pouvoir les installer sur de vrais bâtiments.
5 universités sont aussi partie prenante dans ce projet. On continue à parler chaleur, 33, 34, 35. Le thermomètre a des sueurs chaudes ces derniers jours à Grenoble. C'est la première grosse vague de chaleur de l'année. Comment les habitants de la région grenobloise vivent ces vagues de chaleur? On en parle avec vous, Corinne Faure. Bonjour. Bonjour. Et vous êtes enseignante-chercheuse à Grenoble École de Management. Vous êtes à l'origine d'une étude sur cette question. Alors cette étude, elle a été réalisée quand et sur quel panel? Donc on a réalisé l'étude en septembre, fin septembre, début octobre 2020, à la fin de l'été, pour avoir un bilan sur le ressenti des habitants de la métro grenobloise sur l'été qui était derrière nous. On a utilisé un panel que nous avons créé à Grenoble École de Management en coopération avec la chaire Territoire en transition, qui consiste en environ 2000 personnes qui ont donné leur accord pour participer à des études en ligne de façon régulière sur des sujets du territoire grenoblois. Et bien sûr, la chaleur, on connaît tous l'effet cuvette, on connaît tous le cauchemar de Grenoble en été. Et donc, c'est un sujet du territoire et c'est pour ça qu'on a fait cette étude l'année dernière. Alors, le premier renseignement que vous avez pu tirer, il porte notamment sur les logements qui ne sont pas toujours adaptés à cette chaleur montante. Oui, donc on a eu à peu près 900 personnes qui ont participé à l'étude. Sur ces 900 personnes, on a environ 40% pour lesquels le logement dans lequel ils habitent devient insupportable en été. Ça veut dire des températures qui montent au-dessus de 30 degrés, qui peuvent rester au-dessus de 30 degrés la nuit. Pas forcément pour tous, avec des grosses différences. Grenoble intramuros, c'est vraiment la moitié des logements qui sont concernés. Et pour les personnes, les foyers en situation financière précaire, c'est les trois quarts qui sont dans cette situation d'avoir des logements qui deviennent insupportables en été. Avec des isolations qu'il faut parfois revoir et les collectivités s'y emploient, notamment avec un certain nombre d'aides de la métropole, oui, par exemple. Les habitants aussi utilisent plus fréquemment des ventilateurs plutôt que la climatisation? Oui, on pourrait dire heureusement au niveau climatique, parce que Oui, c'est un peu le cercle vicieux. Oui, les climatisateurs font augmenter encore l'effet d'îlot de chaleur dans les villes, donc c'est un gros problème. On a à peu près seulement 16% des personnes qui ont un climatisateur, par contre 75% qui utilisent un ventilateur. Ouais. Il y a un gros marché sur la métropole des ventilateurs. Oui, on le voit dans les supermarchés tout de suite cette semaine, dans les magasins de bricolage, ça y est, ils sont là. C'était la razzia. Les habitants vont aussi parfois s'abriter dans des bâtiments un petit peu plus frais, des bâtiments publics? Oui, c'est une stratégie qui est prise par beaucoup de personnes. Quand les logements sont insupportables, je peux m'échapper, soit je vais en montagne, soit je vais effectivement dans des bâtiments d'accès public, ça peut être des supermarchés, des bibliothèques, les musées, le cinéma. D'ailleurs, pendant les pics de chaleur, la ville de Grenoble met en place la gratuité du muséum et du musée. Et vous le disiez, la montagne, alors c'est vrai qu'on a cette chance, même si on est dans une cuvette, c'est de pouvoir s'évader assez rapidement. Oui, donc on voit bien qu'effectivement, sur le panel qu'on a utilisé l'année dernière, où on avait vraiment les trois quarts des personnes sont allées au moins une fois en montagne. Parfois la plupart même pour y passer juste la nuit, pour la journée, moins pour y dormir. Et c'est vraiment pour la recherche de la fraîcheur. C'était pas pour faire du sport, ce à quoi on s'attendait un peu plus, mais c'est vraiment, je veux la fraîcheur, je veux l'air frais, je veux pique-niquer, je veux sortir. Je vais pas aller forcément dans une station, je ne cherche pas forcément des activités ou du social, mais je veux un endroit tranquille, au frais. Ouais, finalement, si on voit autant de monde, de plus en plus de monde en montagne, c'est aussi pour ça, c'est pas forcément pour l'aspect loisir, bien-être. Oui, c'est effectivement, c'est pas forcément la randonnée. Pour certains, pour un tiers environ, c'est quand même la randonnée, le vélo ou sortir. Mais pour la grosse majorité, c'est simplement je veux de l'air frais, je veux sortir, je veux échapper à cette chaleur. Dans la métropole grenobloise, évidemment, le sujet est pris au sérieux. Dans la ville, il y a pas mal de mesures aussi qui visent à végétaliser de plus en plus, à créer des îlots de fraîcheur. Et les habitants soutiennent. Et les habitants soutiennent, on est vraiment très plébiscité. C'est 9 personnes sur 10 qui sont là à planter des arbres, enlever ce béton, enlever ce bitume.
C'est déjà en cours par la métro, mais c'est bien de savoir que c'est soutenu par les habitants de la métro. Et vous allez relancer une deuxième étude ? On va lancer une deuxième étude puisque cette première étude était surtout descriptive. C'était pour avoir un peu un bilan sur le ressenti après l'été. Là maintenant, on est plus sur l'étude qu'on va lancer là, dans le mois de juillet-août. C'est plus sur les arbitrages que font les personnes. Donc les choix, on ne peut pas tout faire. On a des budgets, on a des contraintes. Par exemple, qu'est-ce que... Par exemple, entre partir, m'acheter un ventilateur de plus, je ne peux pas forcément tout faire, isoler ma maison ou faire des choix. On a pas mal de personnes qui pensent à déménager à l'intérieur de la métro. Donc, ils ne veulent pas quitter le territoire, notre territoire, mais ils veulent s'éloigner des zones urbaines. Bon, l'effet Covid a aussi contribué à ça, bien sûr. Mais c'est les vagues de chaleur, on a vraiment les habitants de la métro sont convaincus que ça va empirer. Toutes les statistiques le montrent, mais tout le monde est convaincu que ça va être le cas. Et à ce moment-là, la ville, les zones urbaines deviennent de plus en plus insupportables. Merci beaucoup, Corinne Faure. Je vous en prie. Je rappelle que vous êtes enseignante-chercheuse à Grenoble. Merci. Prochain rendez-vous avec l'actu dans 1 heure et en replay sur télégrenoble.net. On se quitte en musique avec Stracho Temelkovski qui sera en concert jeudi à 21h30 à la Note Vitesse de Grenoble en compagnie du Student Group Orchestra pour une œuvre sur mesure dans le cadre du festival Magic Bus. Une soirée gratuite pour les étudiants et les moins de 12 ans. 5 € pour les autres. Belle soirée à tous. Thank you.